si on respecte son client et qu'on fait tout pour le chouchouter, ça ne peut que porter ses fruits. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce. Dans le Panier aujourd'hui, je reçois Florian Delvaux, Chief Marketing Officer de Wopilo, créateur d'oreillers ergonomiques à mémoire de forme made in France. C'est important. Sur un marché très concurrentiel, tu vas nous en dire plus. Tout à fait. J'ai trouvé intéressant d'inviter Wopilo à venir nous raconter leur histoire e-commerce lancée par une opération de crowdfunding sur Kickstarter. On devrait donc parler de ça, le crowdfunding, Kickstarter, puis de Shopify, de rétention, de repeat business sur une verticale dans laquelle les actes d'achat sont plutôt espacés. Exactement. Et voilà, et du lancement d'une vraie DNVB. Je suis Laurent Crête, je vous souhaite une très belle écoute. Florian, bienvenue. Est-ce que tu peux nous présenter Wopilo ? Bonjour à tous. Alors, Wopilo, c'est la première marque française d'oreillers innovants. Alors, à la fois confortable et ergonomique. En fait, le premier oreiller qu'on a lancé via la campagne Kickstarter, c'est un oreiller qui réunit le meilleur des deux mondes entre l'oreiller traditionnel et l'oreiller ergonomique. C'est quoi l'oreiller traditionnel ? L'oreiller traditionnel, c'est ce que vous trouvez, un bon nombre de Français ont sous leur tête quand ils dorment, c'est-à-dire un oreiller avec un garnissage soit en plume, soit en garnissage synthétique. Donc voilà, l'innovation produit est venue de là de réunir les meilleurs des deux mondes pour avoir une excellente position de sommeil et un excellent confort. Parce qu'il y a quelques années, l'alternative à cela, c'était les oreillers en mousse, c'est ça Exactement. Les oreillers qui sont pas... Alors, l'oreiller ergonomique, il est un bon maintien cervical, mais il n'est pas très confortable, il tient chaud. L'oreiller traditionnel, il est très confortable, mais il y a très peu de maintien quand le garnissage commence à se tasser au bout de quelques mois. Donc, on a voulu vraiment réunir le meilleur des deux mondes pour avoir créé l'oreiller parfait. D'accord, ok. Pourquoi ? D'où vient l'idée ? Alors, donc toi, tu es Chief Marketing Officer. Le fondateur s'appelle Thomas. Thomas, tout à fait. Thomas Hervé. Et pourquoi des oreillers ergonomiques ? Alors Thomas, en fait, c'est un ancien mauvais dormeur et il n'arrivait pas à trouver vraiment la bonne position de sommeil. Il pliait toujours son oreiller en deux, etc. Du coup, il s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, en collaboration avec un ostéopathe médecin du sport, ils ont développé cet oreiller pour vraiment créer l'oreiller Wopilo aujourd'hui qui est incontournable, qui a été élu produit de l'année 2019. Et depuis, on a lancé 2 nouveaux oreillers, donc le Wopilo Plus, qui a une évolution, c'est l'oreiller entièrement personnalisable. Vous pouvez vraiment faire votre oreiller sur mesure. Et là, depuis la semaine dernière, on a lancé un oreiller de confort, donc qui s'appelle Oli, qui est vraiment un oreiller là, vraiment avec simplement du garnissage pour ceux qui n'ont pas forcément de problème de sommeil ou quoi que ce soit, pour avoir un oreiller digne des plus grands hôtels. Mais lui aussi personnalisable. Juste un oreiller. Un oreiller. Un oreiller plus classique, on va dire. Voilà. Ça, c'est le Oli. Exactement, le Oli. Entendu. C'est une industrie qui est vieille comme le monde. Tout à fait. C'est facile d'innover dans ce domaine et d'exister. C'est effectivement un marché un peu endormi, même si maintenant il y a pas mal de DNVB du bidding qui trust et qui réveille un peu le marché. En France, on les connaît. C'est Teddybear, Casper, Eve et d'autres. Et Emma notamment. Qui font tous historiquement du matelas. Du matelas. Du matelas à compresser roulé. Ok. Et qui ont aussi créé une gamme de petites literies complètes. Nous, on veut pas faire de matelas. On est vraiment des spécialistes de l'oreiller. Le premier oreiller, le Wopilo, on l'a déjà amélioré plusieurs fois. Suite à les retours clients, on est très focus sur le client chez nous. C'est vraiment
je pense, le focus numéro 1 aujourd'hui. On reçoit plein d'avis. On a, je crois, pratiquement 1400 avis sur le Wopilo aujourd'hui. Vous récoltez où? Que vous récoltez, on le récolte via JudgeMe, c'est une plateforme qui est pluguée dans l'écosystème Shopify. Et le client en fait le reçoit à J+21. Donc on laisse le temps aux personnes de le tester. Je fais mon achat en ligne, à 21 jours après mon achat, je reçois une demande d'avis. Tout à fait. Et ça, c'est JudgeMe qui est un plugin Shopify qui exactement, qui remonte les avis. Et après, nous, on les récolte dans le service client. Et quand ils sont pas bons, on recontacte le client pour savoir ce qui s'est passé, pour lui proposer des solutions concrètes. Ok, vous avez, on entre déjà dans le vif du sujet, mais du coup, il y a un service support, un service client. Ouais, c'est la première embauche qu'on a faite, c'était sur le service client, parce que on estime que c'est vraiment un des facteurs clés de succès aujourd'hui, c'est vraiment une expérience client excellente, un service client le meilleur possible, à la fois empathique, bienveillant et réactif. Empathique, bienveillant, réactif. Ok. Et du coup, sur la job description de cette personne, qu'est-ce qui est écrit? C'est le magicien de l'expérience client. Magicien d'expérience client. Ouais, ok. Exactement. C'est comme ça qu'on l'a faite l'annonce et du coup, bon, ça permet d'être un petit peu décalé, de sortir un peu parce que c'est un métier qui est pas forcément hyper sexy de base, mais en fait qui l'est vraiment aujourd'hui parce que en tout cas, chez nous, la personne qui est Mighty a vraiment un rôle de... Qui est, pardon? Mighty, c'est la personne qui est... Ah, ok, je croyais MIT, pardon, Mighty. Et donc, il y a vraiment un rôle hyper important, central sur tout ce qui est client, les remontées produits aussi pour améliorer les produits et améliorer l'expérience client en continu. Ok. Et du coup, le magicien d'expérience client, l'expérience client, elle commence déjà en ligne. Elle commence lors de l'achat. Elle commence quand je reçois elle continue quand je reçois mon ouais, elle est avant, oreiller. Pendant et après l'achat. On travaille sur l'après où aujourd'hui on n'est pas encore au top. On parlera peut-être tout à l'heure, mais sur l'automation, ça nous permet de faire des choses et de continuer à parler à nos clients une fois qu'ils ont reçu leur oreille chez eux, parce qu'il y a la particularité du Wopilo, c'est qu'il est quand même assez haut de base, vous avez un cœur ergonomique à mousse à mémoire de forme à l'intérieur, donc du coup ça va surélever un peu votre position de sommeil. Vous avez besoin de 3 à 5 nuits pour vraiment vous habituer et l'adorer. Et l'adorer. Okay. Bon, effectivement, on y reviendra. L'automation, c'est un sujet qui m'intéresse. Je reviens un tout petit peu en arrière. Alors, toi, avant d'être chez Wopilo, tu as été chez Bungle pendant quelques années. Tout à fait. Et tu m'as dit que tu as lancé le e-commerce chez Bungle. Ouais, alors j'ai participé, je l'ai pas lancé tout seul. On est toujours une équipe, hein, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais seul. Mais oui, en fait, je suis arrivé, j'étais le premier salarié. Et quand je suis parti, on était une trentaine. Aujourd'hui, il y a plusieurs... 3 à 30 ? Ouais, 3 à 30. X10, super. Ouais. En combien de temps? C'était... mais au moins en 2014, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 2013-2014. Ouais. Et après, on a lancé vraiment la marque la marque, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, 1 x 30 en quelques années. Et donc, le lancement du e-commerce chez Bungle, c'est intéressant parce que Bungle, c'est un média qui traite de la non, mode. C'est ça, voilà. Je me suis emmêlé. Désolé, c'est 2014, on a lancé la marque. Ouais. Et le média existe depuis 2017. 2007, pardon. C'était un blog à la base fondé par Benoît. Et depuis 2011, avec l'associé Geoffrey, ils ont commencé à vraiment faire pousser le blog qui est maintenant le premier média de mode masculine en France. D'accord, ok. Et moi, je suis arrivé à peu près en 2011. Donc, tu participes au lancement du e-commerce. Ouais, exactement. Chez Bungle, sous quelle techno? PrestaShop. PrestaShop. Ouais. Très bien. Et ça, tu l'as fait combien de temps? Je l'ai fait jusqu'à ce que je parte, parce que j'avais toujours un nez dedans. En fait, je gérais à la fois, quand je suis parti, j'étais le brand manager, mais je faisais pas que de la brand, je faisais aussi l'expérience en boutique. Donc c'était aussi former les équipes sur comment on accueille un client, etc. Parce qu'on était vraiment aussi là-dessus hyper focus sur le client et sur les remontées qu'on pouvait avoir. Gérer la logistique, donc on l'avait externalisé à partir qu'on
fait trop de volume. Du coup, avec une plateforme qui était... Ouais, une plateforme Bourgogne, manquait un logicien, quoi. Qui s'appelle BDL. BDL. Ouais, je salue Martin s'il m'écoute. Bonjour Martin. BDL, et pourquoi le choix de PrestaShop ? Historiquement, il s'est fait parce qu'à l'époque, c'était la plateforme sur lesquelles tout le monde allait un petit peu. Vous savez, dans le CMS, il y a toujours des modes, des tendances. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, mais ça reste quand même une très bonne plateforme. Ok. Et du coup, aujourd'hui, alors on y reviendra après, mais aujourd'hui, vous êtes sur Shopify. Ouais, chez Woptim, et tu as participé au choix de Shopify. Alors que moi, quand je suis arrivé, Thomas avait déjà fait le choix de Shopify. Ok. Moi, j'avais déjà monté un site pour ma compagne, qui a une marque de vêtements, sur Shopify, donc je connaissais très bien l'outil. On s'est pas posé de questions, en fait. On n'a pas été remis en cause, parce que moi, je trouvais que Shopify, aujourd'hui, c'est la plateforme la plus, on va dire, facile pour vraiment monter un site. Vous n'avez pas forcément besoin de... Moi, je suis pas un codeur, je suis pas... j'ai des petites connaissances techniques, mais tout se fait relativement facilement avec des bons tutos, en passant un peu de temps, et ça se fait très bien. Ok. Bon, on y reviendra, c'est super. Donc, je reviens à Wopilo. Avant de passer sur Shopify, vous lancez l'idée sur la campagne sur Kickstarter. Oui. Ça dure combien de temps ? Ça dure 1 mois. C'était en juin 2017. Ok. Donc là, moi, j'étais pas encore arrivé dans la société, mais c'était à cette époque-là. Thomas le lance, du coup, ça fait l'objectif à atteindre en 2 jours. Ça fait... L'objectif était de combien ? Je crois que c'était un petit objectif, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était 8 000 ou 6 000 euros, je crois. Bon, après, c'est des stratégies aussi, hein, dans le crowdfunding. Ne pas mettre un objectif trop élevé, justement, pour voir que ça fait un succès auprès des backers. Et ensuite, ça a surtout fait un chiffre d'affaires de 106 000 euros en 30 jours. 106K en 30 jours ? Ouais, distribué dans 40 pays. Donc avec des contraintes logistiques que ça engendre, parce que vous voyez, un oreiller, c'est quand même assez volumineux. C'est volumineux, léger, c'est pas pratique, quoi. Ouais, il faut l'expédier souvent du pays source, enfin du pays destinataire. Par exemple, aux États-Unis, ils ont fait envoyer un cargo de France jusqu'aux États-Unis pour le distribuer. Avec un logisticien là-bas qui faisait les envois. Exactement. Okay. Sinon, ça coûte horriblement cher. Alors, à l'époque, c'était quoi le panier d'achat ? 106K, c'est combien de 106 000 euros sur Kickstarter, c'est combien d'oreillers ? Si je dis pas de bêtises, il y avait une offre à 69 euros. Aujourd'hui, il est vendu 79 sur le site. Donc ça fait ok. Donc il y avait une petite remise de 10 euros ça a été un vrai succès, ce qui a permis de vraiment lancer la marque, de valider le marché aussi. Voilà, on a un produit qui répond à sa promesse. Les gens, ils sont réceptifs. Il y a un vrai souci, les gens dorment moins. Faut savoir qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. Ok. On dort de moins en moins. De la qualité, notamment à Paris ou dans les villes, dans les grandes villes, on dort moins bien parce qu'il y a du bruit, il y a le stress de la journée, etc. Donc, nous, on veut vraiment que la nuit soit un vrai moment de repos et de paresse. Très bien. Donc, 106 000 euros en 30 jours sur Kickstarter. Oui. Et à la fin des 30 jours, on fait quoi ? À la fin des 30 jours, il a décidé de passer sur Indiegogo. Donc, il y a un portage, en fait, qui peut se faire de Kickstarter à Indiegogo. C'est 2 boîtes différentes, hein, faut bien le comprendre. Ouais. Et là, pendant 5 mois, il a fait 25K. On attend, là, vous pouvez le faire, en fait, en attendant de lancer vraiment votre site en propre. Pour ensuite vraiment basculer. Et après, à l'issue des 5 mois, au début, c'était janvier 2018, il a lancé le site, il a commencé à lancer le site Shopify. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu es arrivé ? Moi, je suis arrivé à peu près, je suis arrivé officiellement en mars, oui, mais c'est à peu près à ce moment-là où je suis arrivé. Et on a commencé à vraiment bosser sur le site et sur tout le reste. Donc, à ce moment-là, il a fait 106 000 euros sur Kickstarter, 25 000 euros sur Indiegogo, on a 134 CA et des oreillers qui sont à produire. Ouais. Et ils arrivent quand, les premiers oreillers ? Ils partent quand ? Ils sont partis en quelques mois après, je crois que c'était juillet ou août. D'accord. Été, okay. début d'année, enfin, genre rentrée des classes. C'était, voilà. Donc, il faut savoir que les oreillers sont fabriqués en France, dans un atelier centenaire. Donc, il transmet ses savoir-faire de génération en génération.
qui produit pour les plus grands hôtels du monde. Donc vraiment des oreillers hyper qualitatifs. Moi, j'ai eu la chance d'aller le voir. La production, c'est vraiment, il y a plein de choses qui sont encore faites à la main. Ils automatisent un maximum, mais il y a des choses on peut pas se passer de l'humain et du savoir-faire. Donc c'est quali, c'est made in France, c'est fait par des artisans, donc c'est cher. Il y a quand même une marge possible. Alors effectivement, c'est pas comme sur de la fringue où il y a vraiment il faut savoir qu'un oreiller, ça met quand même moins de temps à produire qu'un vêtement, si on fait une comparaison. Mais ça reste, c'est un marché il y a plusieurs entreprises en France. Ils ont su rester compétitifs justement en apportant de l'innovation dans leur process de fabrication pour justement être. Aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens de produire un oreiller par exemple en Asie et de le faire rapatrier en France parce que vous avez des coûts logistiques, des contraintes de douanières, etc., du temps aussi. Donc mis bout à bout, on s'y retrouve et c'est pour ça que le produit peut paraître de base pour un oreiller un peu cher, mais il est vraiment, vous en avez pour votre argent. Là, je dis pas ça parce que je suis le directeur marketing, enfin le CMO, mais c'est un très bel oreiller. Sans rentrer dans alors je vais pas te demander des chiffres sur Wopilo, mais c'est une industrie où les marges sont faibles, non? Avec les nouveaux acteurs, je pense que ça a vraiment changé le paradigme. C'est-à-dire que avant, comme dans beaucoup de domaines, vous aviez des moins 30, des moins 40 sur les produits, sur les matelas, sur les oreillers. Et maintenant, depuis 2000, autour des années 2010, nouveaux acteurs sont arrivés. Ils ont dit bon, maintenant c'est terminé. On fait un produit déjà au prix juste ou au prix le plus juste possible, et on fait très peu de réduction pendant l'année ou quasi pas. Nous, on en fait quasi pas non plus. On préfère offrir des cadeaux. Là, à l'occasion de la fête des mères, on offre une thé gratuite par tout oreiller acheté, par exemple, plutôt que de rentrer dans un processus on fait des réductions, on crée une clientèle opportuniste, et du coup, c'est pas du tout vertueux en fait. C'est une lente descente qui est pas positive pour la marque et pour la boîte. Pour la marque, l'industrie. Ouais. Okay. Donc c'est des marges, tout dépend du marché, mais c'est des marges qui restent correctes, très correctes. Ok. Donc, lancement Kickstarter, on prolonge sur Indiegogo, on met en place le site internet Shopify, le site e-commerce, Shopify. Oui. Tu arrives à peu près à ce moment-là. Oui. Pourquoi est-ce que Thomas a fait le choix de Shopify ? Il a fait le choix parce que, en faisant un petit benchmark, lui, il avait déjà un site en fait sur PrestaShop avant. Ok. Et il a vu les contraintes qu'il y avait, surtout en termes de design du UX sur le site. Quand vous avez un PrestaShop pour avoir un beau site, maintenant même si c'est un petit peu évolué, il faut quand même, il y a beaucoup d'argent à investir. Vous pouvez pas tout faire vous-même. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Alors que Shopify de natif, ils proposent des templates gratuits ou payants qui sont beaux, qui sont aux dernières tendances, mobile first, qui chargent relativement rapidement, etc. Qui sont aussi un peu Google friendly, donc en termes de SEO, de temps de chargement. Donc c'est plus simple. C'est plus simple, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui pas mal de sites, moi dans mon entourage, ils migrent ou vont sur Shopify parce que c'est en ce moment un peu la plateforme qui a le vent en poupe. Même s'il y a des contraintes, peut-être qu'on y reviendra, mais on peut en parler tout de suite. Les contraintes, c'est quoi ? Shopify, il faut savoir que c'est canadien. Ils ont des bureaux maintenant en France, mais c'est vrai qu'au début, il y a quelques années, vous n'avez pas de système ne serait-ce un truc tout bête, mais pour la logistique, il n'y avait pas de plugin pour Colissimo, pour Chronopost, ce genre de choses. Ça a évolué depuis, et il y a des solutions qui sont développées là-dessus. Mais voilà, il y a un temps d'adaptation aussi à des choses sur le marché français sur lequel ils sont pas encore tout à fait au point, notamment sur la livraison en point relais. Ok, parce que le plugin n'est pas au point, parce qu'il n'existe pas. Parce que en fait, Shopify, là, si on veut rentrer dans le vif du sujet, le point noir aujourd'hui, c'est en fait que vous ne pouvez pas modifier, sauf si vous êtes sur le Shopify Plus. En fait, vous avez plusieurs échelons d'abonnement, et si vous êtes sur Shopify classique, vous pouvez pas modifier le checkout. Donc en fait, après, c'est une fois que vous rentrez dans le checkout, vous mettez au panier, vous faites commander,
Et là, en fait, c'est une URL extérieure, donc c'est hébergé chez eux. Et là, ils ne proposent aucune API, aucun plug and play. Donc, par exemple, dans la formule sur étagère. Exactement. Okay. Et après, donc ce qui est un peu contraignant, parce que par exemple pour la livraison au point relais, on sait que et en France c'est quasi 70% des gens qui utilisent le point relais dans les livraisons. Vous ne pouvez pas le faire, ou alors il faut choisir la livraison à la fin du checkout, ce qui est complètement moi ce que je trouve complètement incohérent. Donc on ne le fait pas aujourd'hui. Ils travaillent dessus, ils nous disent que nous on est en contact avec eux, ils travaillent dessus, ils savent que c'est des gros points d'amélioration pour eux pour s'adapter au marché français, mais ça va et ils y mettent des moyens aussi. Du coup, effectivement, sur Shopify, il y a plusieurs formules. Ouais. Il y a la formule sur étagère, il y a Shopify Plus. Ouais, exactement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Shopify Plus, il faut faire plusieurs millions d'euros avant de... Pour y rentrer. Ouais, non, alors, pour que ça soit rentable, pour que ça soit viable. Mais on y viendra, je pense, assez rapidement. J'espère. Ok, je vous le souhaite. Mais il y a plein d'avantages à Shopify. Ouais. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, comme avantage ? Ce que je te disais, c'était l'UX. Derrière, le back-office aussi est assez simple. Moi, versus la version de PrestaShop, c'était vraiment... moi, je sais qu'ils sont améliorés là-dessus aussi, mais j'ai trouvé un vrai gap, tu vois, entre les deux. C'est beaucoup plus, en fait, axé sur l'expérience client. On sent vraiment que c'est un modèle plus anglo-saxon, moins européen. L'écosystème est hyper riche. Il faut savoir qu'en fait, les développeurs des apps, ils ont des incentives en fait sur ce qu'ils développent. Donc quand quelqu'un commande une app, eux ils touchent une rétrocommission. Donc ça pousse aussi à avoir des développements hyper qualitatifs. Et du coup c'est comme ça qu'ils ont fait le choix aussi d'avoir un écosystème assez riche, mais avec des apps qui fonctionnent vraiment bien, quoi. Ok, et que tu n'avais pas sur PrestaShop ou t'as sentiment... PrestaShop c'était un peu plus disparate, disons. Tu pouvais trouver un peu de tout. Bon, sur Shopify il y a des choses aussi qui sont moins bien que d'autres, mais en tout cas globalement, je trouve que l'écosystème est de meilleure qualité. Ok, entendu. Donc go pour Shopify. Sur la partie et maintenant sur la partie business, maintenant que le site tourne, on est en mars-avril 2018, c'est ça ? Ouais, moi je suis arrivé à cette époque-là, mars. Okay. Et on était tous les deux avec Thomas. On était dans son ancien appartement rue Vivienne, dans le 2e arrondissement. Et on a, pendant 5-6 mois, on a fait grossir et tourner le business tous les deux. Sachant que les premières livraisons arrivent à l'été. Hein. Non, là c'était déjà... là tu me parles de 2018 ? Ouais, 2018. Ouais, alors en 2018, il commence... il fait livraison, il s'occupe de la logistique avec toutes les contraintes et les tracas que ça engendre. Et après, Indiegogo. Ensuite, fin 2018, début 2019, il bosse avec l'agence de créa avec laquelle il avait bossé pour le Kickstarter, pour faire le site Wopilo. Ok. Sur Shopify. On peut voir aujourd'hui. Ouais. Qui a changé depuis, mais qui sur une plateforme. Ok, c'est quoi un bon client sur le site internet ? Un bon client, alors je sais pas s'il y a de bon ou de mauvais clients, mais un bon client c'est quelqu'un, tu sens il va acheter le produit, il est engagé, il peut te poser des questions, mais tu sens qu'il a vraiment envie de bien dormir, il est pas là juste pour tester un oreiller parmi tant d'autres. Et qu'il y a une vraie volonté en fait d'améliorer ses nuits. Nous, ce qui est notre mission aujourd'hui, c'est améliorer la vie des gens, les nuits des gens, pardon, pour améliorer leur vie. Parce que nous, on a très grande majorité de notre clientèle aujourd'hui, c'est des gens qui ont des problèmes cervicaux, de dos, qui ont du mal à dormir, donc il y a des troubles du sommeil. Et l'oreiller vraiment répond à cette promesse. En fait, c'est la grande force du produit. Moi, je prône vraiment un marketing de la justesse. On n'utilise pas des superlatifs à gogo, on est vraiment sur du bénéfice à la fois fonctionnel et émotionnel, quoi. Ok, et pour revenir vers le site internet, du coup un bon client, ou plutôt quelles sont les frictions qu'il rencontre et comment tu mesures son parcours, comment tu l'optimises ? Aujourd'hui c'est encore assez, on va dire, pas sommaire, mais c'est pas hyper poussé comme on le voudrait, mais ce qui est normal. On mesure, ça commence, l'expérience commence déjà
en phase l'acquisition, donc à la fois sur Facebook, sur Google Ads, sur l'influence aussi. On a fait le choix d'investir pas mal de ressources sur l'influence, donc sur Instagram, où on le fait découvrir, on l'envoie à des influenceuses qui le testent, qui donnent le retour à leur communauté. Vous utilisez une plateforme pour le faire ou vous le faites vous-même ? On le fait nous-mêmes. D'accord. Vous avez testé des plateformes ? On a testé des plateformes et on s'est rendu compte que c'était mieux de le faire en one-to-one. Ça apportait plus, on arrivait mieux à cibler. On utilise une plateforme pour le ciblage. Tu peux nous donner son nom ? C'est CallSquare. Ok. Aujourd'hui. CallSquare. Ouais. Parce qu'on a des bonnes relations avec eux. Et du coup, on a Louise qui s'occupe de vraiment de l'influence chez nous et qui passe majeure partie de sa journée à contacter des influenceuses en étant dans le scope de cible qui nous est propre. Et vous leur envoyez des oreillers ? Et on leur envoie 1 ou 2 oreillers, ils testent, et après elles font un post, des stories, etc. Ok, elles vous renvoient pas les oreillers ensuite, elles les gardent ? Non, elles les gardent. Cadeau. Oui, c'est cadeau. Combien vous dépensez ? On en fait plusieurs dizaines par mois. Ok, les oreillers sont entre 40, enfin prix d'entrée 49 pour le Holly, c'est ça, le classique sur mesure, jusqu'à, je vois, 99 € pour le Wopilo Plus. Plusieurs dizaines par mois, c'est donc quelques milliers d'euros. Oui, c'est en valeur faciale. Oui, c'est ça. Après, c'est pour nous, on travaille à la fois on est très héroïste dans la finalité, mais on sait que ça travaille la notoriété sur Instagram, ce qui nous a permis de commencer à avoir une petite communauté qu'on fait grossir de jour en jour et de mois en mois. Parce qu'on estime aussi que c'est un canal là où se trouvent nos cibles aujourd'hui, qui est majoritairement féminine, parce que souvent prescriptrice dans le foyer, parce que enceinte, etc., grossesse, post-grossesse. On sait que c'est des moments un peu où les femmes ont du mal à dormir. Ok. Donc ça, c'est pour la partie influence. Oui. Tu m'as aussi parlé de Facebook. Oui. Vous faites... On fait les choses, on va dire, classiques aujourd'hui. On travaille avec une agence là-dessus qui s'occupe de monitorer les campagnes, de les optimiser. Nous, on fournit le contenu. Et voilà, on essaie que ça soit le plus cohérent possible, des visuels jusqu'à des campagnes jusqu'à l'arrivée du site. On peut pas avoir un visuel qui est complètement différent que vous voyez sur une pub Facebook ou Insta, et quand vous arrivez sur le site, les couleurs sont pas du tout les mêmes, etc. Enfin, et c'est plutôt des campagnes de branding ou de perf ? C'est de la perf. C'est de la perf. Vous êtes là pour faire de la vente. Ouais, exactement. Ouais. Sur Facebook et donc Insta aussi. Exactement. En plus de l'influence. Ok. Et tu as une idée du budget que vous dépensez ? Enfin, tu as une idée. Est-ce que tu peux nous le dire ? Alors, difficile de vous dire le budget, mais c'est aujourd'hui. C'est notre. En tout cas, c'est suffisamment satisfaisant pour continuer à le faire. C'est notre plus gros budget marketing aujourd'hui. C'est votre plus gros budget marketing, les dépenses à la fois quand on met Facebook et Google Ads, c'est vraiment les deux plus gros. Ok, et donc c'est plus que l'influence. C'est un peu plus que l'influence. C'est un peu plus que l'influence, ok. C'est nos deux leviers. Le paid, ça reste l'acquisition, qui draine le plus de conversions aujourd'hui. Ok. Quels sont tes KPI là-dessus ? Qu'est-ce que tu mesures ? On mesure le CPA cible et le ROAS, donc c'est-à-dire le coefficient multiplicateur en ce que vous dépensez et ce que vous recevez à la fin. Ok. Et dans ton ROAS, tu prends aussi tes frais d'agence, j'imagine. Oui, pas seulement l'ad spend, quoi. C'est aussi le. Ouais, il y a le brut et le net. Au fait, on divise les deux pour voir, et on travaille aussi la SEO. Là, on a fait un gros travail. On a fait un guide de 61 000 mots sur l'oreiller, donc qui draine toutes les questions, tous les mots-clés recherchés, etc. Donc, c'est un travail qu'on a commencé en septembre et qu'on a vraiment lancé là depuis peu, depuis le début de l'année. Donc 6 mois de travail pour ce guide. C'est quoi ça prend quelle forme ? En fait, la forme, vous avez 3 entrées que vous trouvez dans le footer du site. Souvent, les gens, en fait, ils rentrent pas par là, ils rentrent plutôt par une recherche organique. Donc ils cherchent par exemple oreiller ergonomique ou oreiller cervical ou oreiller cervicalgie, et ils tombent sur un de nos articles. Et après, dans ces articles-là, vous trouvez donc du contenu, et ensuite aussi un lien vers un de nos produits en fonction de la thématique.
On va parler du garnissage, on va parler la typologie d'oreiller, etc., l'entretien, tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui commence à nous driver beaucoup de trafic aujourd'hui. Et c'est un investissement qu'on a fait qui est vraiment sur le long terme pour... Le SEO, c'est toujours un investissement long terme. Ouais, exactement. Jamais immédiat. Et 6 mois de travail, vous l'avez fait en interne ou vous l'avez fait en externe? On a fait... Alors moi, j'avais des connaissances, mais pas suffisamment poussées pour tout faire. Et donc, on a fait appel à un expert du SEO qu'on connaissait dans notre entourage, qui s'appelle Aurélien, que je salue aussi également, et qui vraiment nous a fait toute la strat. Et voilà, il faut faire ça, 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 ça. Et on l'a fait après, on a déroulé, on a pris quelqu'un en free pour faire tous les contenus, on les a publiés sur le site, on a habillé les articles, et là on espère maintenant que ça va commencer à pousser. Et on va s'en servir aussi pour l'acquisition, parce que quand vous êtes sur Google Ads, l'idée c'est pas d'arriver direct sur le site, mais plutôt sur un article ou un contenu qui est en lien avec le mot-clé que vous avez tapé. Évidemment. Donc Facebook et Google Ads en premier en termes de budget à date, ensuite l'influence et puis le SEO qui a été un travail de 6 mois. Le SEO c'était un gros budget aussi, mais on va dire qu'il est lissé étalé, ouais. Et en termes de trafic sur le site, est-ce que ça respecte ces trois actuellement Alors aujourd'hui je dirais que le SEO doit être 3e je pense. Okay. Mais la croissance organique, la part organique du trafic croît de jour en jour et de mois en mois. Là, on a quasi doublé, voire triplé le trafic aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Tripler le trafic par rapport à l'année dernière en organique. On doit être entre 2 et 3, je pense, à mon avis. Ok. Je sais pas les... Et du coup, en termes de CA, cette croissance, elle est... Ou de volume de vente, ça suit? Ouais, ça suit derrière, ouais, bien sûr. On essaie d'optimiser aussi le site un maximum sur... on est très focus, on est très très focus sur le taux de conversion. Ouais, c'est une des choses que je regarde tous les matins. C'est voilà, est-ce que on va regarder bien sûr dans Shopify, mais aussi dans Analytics, page par page, ce qui fonctionne. On optimise les contenus, les visuels pour voir si on bêta-teste en fait. Même si on n'a pas d'outils vraiment là-dessus, mais ça viendra, je pense. On est vraiment là-dessus parce qu'on sait que à la fois un oreiller, c'est un achat un peu impliquant quand même. C'est pas un achat hédoniste, un achat plaisir. C'est surtout un achat avant tout aujourd'hui plutôt par besoin. Mais les gens ils vont pas acheter forcément tout de suite. Donc après, il faut les retargeter. Il faut leur envoyer des emails. Là, c'est le travail qu'on fait justement, ce qu'on est en train de faire sur l'automation, pour les sensibiliser à la fois à avoir un oreiller de qualité, parce qu'on pose quand même sa tête dessus pendant 7 heures par nuit, en moyenne. Et voilà, donc il y a un travail aussi de sensibilisation derrière. C'est pas forcément un achat chaud tout de suite, c'est souvent beaucoup de gens qui viennent un peu donc du trafic froid, qu'il faut convertir après étape par étape. Vos scénarios d'automation aujourd'hui, c'est quoi? Là justement on travaille dessus pendant tout le mois là. Et l'idée c'est il y a plusieurs scénarios, donc les scénarios transactionnels classiques que tout le monde connaît, l'abandon panier, la relance d'abandon panier et ainsi de suite. Après il y a un scénario aussi d'automation plutôt ce qu'on appelle, à condition que j'ai laissé le moyen de me contacter, donc c'est abandon panier une fois que j'ai commencé à remplir le... Ouais, exactement. Là on va aussi segmenter la base pour mieux connaître nos clients et mieux adresser les messages de manière personnalisée. Là on est en plein dedans. Donc tout n'est pas encore tout n'est pas opérationnel, mais en tout cas c'est calé, on sait à peu près où on va aller, et on veut aussi faire des emails d'expérience. Ce qu'on appelle les emails d'expérience, c'est les emails que vous recevez après achat, une fois que vous avez commandé, qu'on n'ait pas de rupture entre ce qu'on vous avez acheté et à J+21 quand vous recevez l'oreiller. On vous aide en fait. C'est 21 jours pour le recevoir? Non, c'est 21 jours. Oui, donc tu envoies la demande d'avis sur JudgeMe. Ouais, exactement. Okay. C'est ça. Et donc toi, tu veux qu'il n'y ait pas de coupure de communication pendant ces 21 jours? Avec l'email d'expérience. C'est un juste équilibre en fait à avoir, pas être trop présent, mais d'être présent quand même, pour entretenir ce lien de confiance en fait qu'on veut instituer avec eux, parce que c'est un achat, il part quand même beaucoup de là aussi. C'est le vecteur de confiance. J'y pense. On a donc parlé de Facebook Ads, d'influence, de SEO. Vous faites de l'email, de l'emailing? Très peu aujourd'hui, justement, c'est un des sujets, on n'est pas encore au point là-dessus. On y travaille justement, notamment avec l'automation. On va prendre un outil qui va permettre de gérer à la fois tout le CRM en fait de Wopilo. Lequel? Klaviyo, ça s'appelle. Klaviyo? Ouais. Ok.
C'est dans l'écosystème de Shopify. Ok. Qui est une boîte américaine. Boîte américaine qui s'intègre, qui est intégrée à Shopify. Ouais, exactement. Ok. Enfin, qui a un plugin Shopify. Ouais, exactement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, justement pour faire un lien avec l'actualité, Mailchimp, sur lequel on était avant, va être coupé avec Shopify. Va être couplé. Coupé. Ouais, ils vont arrêter en fait. Pourquoi Alors officiellement, c'est parce que il y a un peu une guéguerre entre Shopify et Mailchimp. Apparemment, les deux CEO de la boîte, des deux boîtes, peuvent pas trop se voir. Mailchimp reproche à Shopify d'être trop intrusif dans la solution, d'en demander trop entre guillemets. Bon, je fais dans les grandes lignes, hein, mais et Shopify dit que c'est normal, ils font ça avec tous leurs apps pour maîtriser la qualité en fait de chaque partenaire. Et du coup, quelles sont les alternatives ? Les alternatives, t'as Klaviyo, qui. Alors, je le dis pour vous, nos auditeurs. Exactement. Klaviyo s'écrit Klaviyo. 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 Il y en a d'autres, hein. Vous avez Drip aussi. Ouais. Il y a. Il y en a d'autres, mais il faut. Mais du coup, c'est dans Klaviyo que vous allez gérer vos scénarios d'automation, vos emails, newsletters, email marketing. Ouais, exactement. Et du coup, le CRM. On va tout recentrer en fait tous les emails, parce qu'il faut savoir que sur Shopify à la base, c'est lui qui gère en natif les emails transactionnels, donc confirmation de commande, mail d'abandon au panier, mail de préparation de livraison, etc. Il les gère, mais ils sont automatisables comme tu le souhaites. Ouais, ils sont customisables. Customisables. Ouais, d'ailleurs, il y a une très bonne appli pour ça, qui te permet de faire un template et après de le copier-coller en HTML dans Shopify directement. Donc d'avoir Cette appli s'appelle comment ? Est-ce que c'est Orderly ou Orderly Email, je crois que ça s'appelle. Il faudra regarder, j'ai plus On vous mettra le lien dans le. Ouais, je te le donnerai si tu veux. Pour l'épisode. Mais vraiment, c'est une app qui coûte $49, je crois. Vous avez une fois et après vous pouvez faire des emails, vraiment des très beaux emails, très slick, très très seamless, très vraiment, ça fait vraiment pro quoi. Ok. Klaviyo, Orderly, Judge Me pour les avis. Ouais. Call Square pour le ciblage d'influence. Exactement. C'est les outils dont on a parlé dans les 10 dernières minutes. Mais on avait commencé au tout début avec Ivanti. Ouais. Mais on s'est rendu compte justement qu'on préférait le gérer à la main et que Louise aussi, dans son process, dans l'orga au quotidien, elle préférait le faire comme ça et on avait des meilleurs résultats aussi. Ok. Je crois que vous avez une belle croissance. Oui. Tu peux nous donner des volumes ou des... On vend en moyenne, depuis le début de l'année, 1500 oreillers par mois. Et l'année dernière, sur la même période ? C'était... je dirais... Allez, c'était 400-500. Donc un x3 en un an. Excellent. Tu l'attribues à quoi cette croissance ? Déjà beaucoup de bouche-oreille. On voit qu'il y a pas mal de clients qui rachètent. Parce que le produit est bon, parce que l'expérience est bonne. Des clients qui rachètent ? Ouais, qui rachètent soit pour eux, soit pour qu'ils en achètent un, qu'ils en achètent un deuxième. C'est quoi le panier moyen ? Les gens achètent combien d'oreillers ? Ils en achètent en moyenne 1,3. 1,3, ok. Non, mais c'est en gros, ils en achètent souvent un, ils en rachètent un autre derrière en fait. Un pour tester ou directement deux en fait. Ça dépend. On fait pack de 1, pack de 2 sur le site. Ok. Mais ouais, donc 1,3, ça veut dire que tu as 1 millier de nouveaux clients tous les mois. Ouais, on a pas mal de nouveaux. Ouais, et le repeat business dans l'industrie de l'oreiller, c'est quoi ? Au bout de combien de temps je rachète un oreiller en moyenne ? Alors, le taux de renouvellement, il est de 3 ans. 3 ans pour acheter un oreiller et vous avez 2 ans et demi. Officiellement, il est de 5 ans en fait. Okay. Mais théoriquement, il faudrait le changer tous les 3 ans. Ok. Et donc, vous n'allez pas tarder à avoir vos premiers... pouvoir relancer en tout cas vos premiers clients. Ouais, exactement. C'est dans la strat, ouais, c'est dans la strat, ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Nous, on le garantit 3 ans, notre oreiller. Et là, les premiers qui ont acheté, les tout premiers, on va commencer à leur envoyer un email pour leur dire qu'il est temps de changer, mais de manière hyper bienveillante, hyper accompagnée. C'est pas... Ok, alors de tête, hein, donc excuse-moi si je fais une erreur, mais 1,3 oreillers par client, entre 1000 et 1500 oreillers par mois actuellement, 3 fois moins il y a un an. Si je fais une moyenne, on va dire à 300, 400, 500 par mois, ça veut dire que vous avez une dizaine de milliers de clients depuis le début ?
Ouais, un peu plus. Mais... Un peu plus, bon tant mieux. Hein. Ouais. Mais ouais. Puis on a eu la chance aussi d'avoir les backers de Kickstarter et d'Indiegogo, qui sont des gens très engagés, qui rachètent aussi encore. Ok. Donc ça génère aussi pas mal de bouche à oreille et quand on a un bon oreiller, on le partage. Et là-dessus, on va essayer de travailler aussi en automation sur. C'est une autre branche d'automation, je dirais, mais sur le parrainage. Aujourd'hui, on fait rien, mais on sait qu'on a beaucoup de nos clients qui recommandent à leur entourage. Donc les axes, c'est parrainage, c'est de commencer à faire des scénarios pour relancer les premiers clients, les clients historiques. Ouais. C'est ça. Ok. Bah il y a les axes, vraiment l'axe automation pour le call de trafic, donc tout ce qui est le trafic froid et les convertir de prospects en clients. Et après il y a une autre strate de vraiment de transformer un client en 3 clients, des clients existants en fait, de les convertir qu'on leur donne des moyens en fait à la fin d'incentive et d'outils en ligne pour convertir leur entourage à acheter un beau pilot. Ok. Vous ne vendez que sur Internet, sur Shopify. Ouais, exactement. Vous avez testé d'autres plateformes, Amazon Non, alors on nous reparle souvent d'Amazon. Alors effectivement, c'est un peu on va dire la plateforme facile, en tout cas, le plug and play se fait assez facilement. Mais on a décidé de pas le faire pour maîtriser vraiment l'expérience client. Ok. Parce que quand vous faites rentrer un tiers après, Amazon en plus c'est une énorme machine derrière, notamment sur l'AdWords, etc. Si vous commencez à avoir à filer des métriques à Amazon, etc., ça devient plus compliqué après de vendre sur son site. Et nous, on voulait aussi vraiment maîtriser. La première raison, c'est vraiment la maîtrise de l'expérience. Maîtrise de l'expérience client, c'est ça qui vous fait choisir de ne vendre que chez vous. Une de nos valeurs, c'est vraiment un de nos gros focus, c'est ça. Et un des piliers de la boîte. Vous avez testé des pop-up stores ou la vente physique? L'année dernière, on a fait le salon du Made in France. Ok. Pour tester un peu le physique, voir comment ça se passait. Donc on a eu des beaux enseignements, des choses, mais je pense qu'on en fera du physique plus tard. Là, on a encore beaucoup de choses à faire sur le digital avant d'arriver sur le physique, mais oui, c'est beaucoup de relais de croissance. Et puis moi personnellement, je crois beaucoup ce qu'on appelle le physical, vraiment la fusion entre le online et l'offline, donc la boutique. Surtout sur des produits comme le nôtre où vous avez besoin quand même de tester un petit peu, d'être assuré, d'être accompagné, d'avoir des conseils. Donc je pense qu'on y viendra. Ok, super. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que le e-commerce, quelles sont les clés de succès 2019, 2020, 2021 Alors, moi, je suis assez là-dessus. J'ai toujours plein de tendances, etc. Les forecasts sur des années. Moi, je pense que c'est des choses assez simples qui existent depuis la nuit des temps. C'est faire un bon produit au bon prix, avoir un excellent service client et après, quand vous avez le temps de développer une super expérience client en ligne et de très bons services. C'est assez pragmatique, hein. Service, bon produit, bon prix, bon service. Ouais, bon contenu. Et bon contenu. Ouais, essayer de l'expliquer aussi de manière assez transparente, ce qui se trouve le produit que vous vendez en fait, exact, c'est vraiment ça. Et montrer les bénéfices à la fois fonctionnels et émotionnels, parce que les gens pour s'adapter aussi à une large clientèle. Après, tout dépend du produit qu'on vend, mais voilà. Je pense que si on respecte son client et qu'on fait tout pour le chouchouter, ça ne peut que porter ses fruits. Ok. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 6. Vous recrutez ? Alors là, on a mis un peu en stand-by, mais oui, je pense qu'on va continuer à recruter à la fin de l'année. Ouais. Ok. Wopilo, W-O-P-I-L-O, tout simplement. Exactement. Florian, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi. D'être rentré dans le détail avec nous. Vous retrouverez cet épisode sur lepanier.io et et toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à le noter, ça nous aide à grandir. Merci Florian. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection, ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.